semble énigmatique ou incongru, la vie l'est aussi. Et c'est Louise Buñuel qui a dit ça en tant qu'avertissement aux spectateurs de L'Ange exterminateur au Festival de Cannes en 1950. Voilà. Est-ce que ça te parle, l'incongruité, l'énigme, Louise Buñuel, la citation en général? Oui, fatalement, Louise Buñuel, ça me parle. Et les trucs bizarres qui arrivent dans la vie, ça me parle aussi, ouais. Et ça me parle tellement qu'à chaque coup qu'on voit quelque chose, enfin, ça arrive à tout le monde, mais à chaque coup qu'on voit quelque chose de bizarre qui arrive en vrai dans la rue ou dans la vie, on a un doute. Est-ce que c'est pas du cinéma? Est-ce que je suis pas dans un tournage, quoi? Tu sais, c'est les caméras cachées, tu vois. À une époque, il y avait beaucoup de caméras cachées, et les gens se retournent dès qu'il y a un truc bizarre, ils se retournent partout, mais ils disent c'est pas possible, il y a quelqu'un qui me filme. Et ça arrive parfois dans des situations, je n'ai pas d'exemple en tête, mais où tu te dis non, ça c'est pas possible. Le mec est un acteur qu'on est en train de jouer, c'est pas possible qu'il fasse ça là maintenant, quoi. Et non, c'est la vraie vie. Et est-ce qu'en tant que spectateur et encore plus en tant que cinéphile, est-ce que c'est important pour toi qu'il y ait une part d'énigme dans un film, justement que tu comprends pas tout? Ah oui, tout à fait. Enfin, je sais pas si c'est important, mais j'aime beaucoup en fait, qu'il y ait une part de truc où moi je ne comprends pas. Et pour aller plus loin, moi en tant que cinéaste, j'aime bien aussi qu'il y ait cette part d'énigme dans mes propres films. Et je me suis aperçu avec le temps que les films que je préférais dans ma filmographie, avec des énormes guillemets, c'est ceux qui m'avaient échappé à un moment. C'est-à-dire qu'il y a un accident, il y a un truc qui m'échappe, et ce truc qui m'échappe, je le trouve très beau et je le garde. Et c'est un cadeau. Encore une fois, c'est une question d'incongruité. Tout d'un coup, il y a un truc qui arrive, je dis, mais pourquoi? Ah oui, c'est très bien, on va le faire comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a échappé dans le sens où t'as vraiment... Enfin, ça t'a échappé de toi et de ton film, ou est-ce que c'est quelque chose que tu n'as simplement pas conscientisé au moment où tu l'as fait? C'est plutôt des choses qui m'ont vraiment échappé. Voilà. Il y a un exemple où effectivement c'est quelque chose que je n'ai pas conscientisé. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai fait un film et j'ai mis une musique sur ce film et je me suis aperçu que cette musique, je ne la découvrais pas maintenant. J'avais déjà découvert 10 ans avant, mais j'avais oublié. Et donc, est-ce que je n'ai pas fait le film sur cette musique sans le savoir? Ça, c'est possible. Mais souvent, c'est plutôt du domaine du problème technique. Moi, j'aimais beaucoup... Je dis j'aimais parce que, la pellicule tend à disparaître, hélas. Et moi, j'aimais beaucoup tourner, par exemple, en Super 8, où il était possible d'avoir plein de problèmes techniques qui sont juste ravissants. Voilà, on a le film développé, on se dit waouh, super, et puis ça nous plaît pas, on peut retravailler sur la pellicule, et même on peut jouer aussi au tournage en bricolant avec la caméra, en bricolant avec la pellicule, en bricolant avec plein de choses, parce que c'est assez basique, et à essayer d'apporter des effets et voir ce que ça donne au développement. Voilà, il y a un côté un peu magique qu'on peut créer, et il y a plein de choses qui arrivaient, qui n'étaient pas du tout prévues, et c'est surprenant, et là on est... voilà. Il n'y a rien de pire que de réussir un film, en fait. Enfin, moi, ça m'est arrivé une fois, et c'était exactement ce que j'avais écrit. Et c'était super, hein. J'étais super fier de moi, quoi. Et ce film, je détestais pendant des années parce que je ne pouvais pas le supporter, parce que j'avais pas pu rigoler avec, quoi. J'avais pas pu jouer avec, il ne m'avait pas surpris. Rien ne t'avait échappé? Absolument rien, c'était affreux. Un point, il n'y avait pas de savoir. miracle, quoi. Parce que c'est un peu de l'ordre du miracle, ce dont tu parles aussi. Ce genre de défaut, mais là, le miracle, c'est que rien ne m'avait échappé du tout et c'était juste pas possible, quoi. C'est-à-dire que je faisais partie d'un club de jeunes cinéastes, c'est un peu... J'étais déjà vieux à l'époque. Mais on avait des films à thème et on s'était fait un truc un peu à la Dogma, avec plein d'interdits. Et l'interdit principal, c'est de ne pas regarder le film avant de le montrer à tous. Et moi, mon film, je voulais que ce soit sonore. Donc j'avais fait une bande-son, mais sans avoir vu le film. Et j'avais vraiment écrit et composé et enregistré une bande-son. Et tout a marché du premier coup. Et c'est très troublant parce qu'on est super content. On dit, waouh, la vache, le mec, tu es vachement fort. Tout fonctionne, comment t'es fort. Et puis en même temps, c'est juste chiant, quoi, parce qu'il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de recherche. De recherche, il n'y a pas de truc, Moi, j'aime bien refaire, j'aime bien retravailler, j'aime bien... j'aime beaucoup le montage pour cette raison-là, parce qu'on peut retravailler 100 000 fois la même chose. Et là, c'était super frustrant, en fait. Voilà. Et pendant des années, ça a été un peu le truc... j'étais très content pendant 5 minutes, et après, il a été mis de côté pendant très longtemps. Et après, j'ai appris à le réaimer, parce que j'avais travaillé dessus. Il y a des choses qui se passaient dedans qui me plaisaient. Mais c'était un peu long. Bon, tu as défloré notre présentation, en tout cas en partie. Mais donc, notre invité de ce soir est un projectionniste de formation. Il a longtemps accueilli le Rocky Horror Picture Show au Studio Galande. Il est aussi réalisateur de clips ou encore de films expérimentaux, programmateur, animateur d'ateliers de cinéma pour enfants, musicien,
artisan et confectionneur de petits objets étranges et magnifiques tels que des agendas ou des fanzines. D'ailleurs, je fais ma commande pour l'année 2020. Rencontrés sur les bancs d'un ciné-club au nom tout aussi étrange, Bleu 439 pour ne pas le nommer, nous avons découvert un cinéphile animé d'un beau grain de folie qui étudie et aime le cinéma sous toutes ses formes et dans presque tous les lieux. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Donc pour commencer, on va faire un petit portrait chinois et je laisse Clément prendre le pas. Et alors, c'était un peu l'évidence pour nous, hein, quand même. Et on s'est demandé si tu étais une moustache de cinéma, laquelle tu choisirais? Donc, je choisirais celle de Burt Reynolds. Et alors, pourquoi Burt Reynolds? Ça m'interroge aussi. Très intéressant. Ouais, mais j'ai pensé à plein de choses. Quand on dit moustache et cinéma, je pense à Jean Rochefort. Je pense à ma moustache à moi, en fait. Voilà, il faudrait mettre une photo sur le podcast. Voilà, je pense pas à la moustache de Chaplin. Je pense à une moustache plutôt ample, qui prend tout le dessus de la bouche, voilà, pour décrire. Et c'est plutôt... donc, j'ai pensé à Rochefort, j'ai pensé à Bronson, mais Bronson n'a pas tant la moustache que ça dans ses films. Et j'ai pensé finalement à Burt Reynolds. Je sais pas, c'est un truc d'enfance. Ça incarne quelque chose. Pas tellement du cinéma, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas fait grand-chose au cinéma. Enfin, il n'a pas fait beaucoup de films. Il est connu pour un film dans lequel il ne porte pas la moustache. Délivrance, voilà. où Borman en fait un personnage. C'est quelqu'un qui incarne une sorte de macho un peu rigolo. Ça incarne un peu les années 70-80. Voilà, et un peu dragueur aussi, et puis un peu sex symbole, quoi. C'est presque un cover boy. Hein. Il a posé dans Playboy, des choses comme ça. C'est un des premiers hommes à accepter de poser nu. Voilà, dans Playboy, je ne savais pas que c'est un des premiers, mais voilà, c'était le mec un peu séduisant et tout. Donc c'est un truc qui me plaît bien, moi, et qui incarne une sorte de macho pas méchant, quoi. Sauf que Borman, justement, lui supprime la moustache et en fait vraiment le macho avec le côté détestable qu'il peut y avoir dans le macho. Alors que c'est juste... ce que j'aime bien dans Reynolds, c'est le macho un peu old school. Un peu gentil. Un peu gentil, un peu concon aussi peut-être, mais et moi c'est une image qui me plaît bien. Alors je sais pas si je me suis laissé pousser la moustache à cause de lui, je vais pas aller jusque-là. Je sais pas d'où ça vient cette moustache, pourquoi, j'ai l'impression qu'il me manquait, un peu comme Rochefort dit justement sur la moustache, qu'il se sentirait tout nu sans sa moustache. Moi aussi c'est un truc, au bout d'un moment il me manquait un truc entre mon nez et mes lèvres, quoi. Donc j'ai dit tiens, laissons pousser une moustache, quoi. C'était comme une évidence. Aussi. Tu t'es dit, mais... et 2-3 fois, je me suis rasé depuis, je l'ai supprimé depuis, et c'est juste, je me reconnais pas, quoi. C'est très, très bizarre. Et tu trouves, quand on supprime la moustache de certains acteurs qui sont iconiques avec, est-ce que ça change totalement ton image de lui et même son jeu Par exemple, sur Reynolds, c'est super intéressant, sur Délivrance, où on peut comparer Délivrance avec un autre film qui s'appelle Cours après moi, shérif, qui a été fait en 77, qui a créé toute la série des Shérif Fais-moi peur. Vous savez, la série à la télé des années 70 qui est morte sur les 70-80, où c'est vraiment le côté rigolo, machin et tout. Et dans Délivrance, il n'est pas rigolo, quoi. Et puis le film n'est pas rigolo de toute façon. Donc voilà, il y a un côté... et c'est pas le même visage. Il a une tête très ronde dans Délivrance. Alors peut-être du fait qu'ils sont souvent dans la flotte, donc mouillés, donc les cheveux en arrière, il y a une tête très ronde, il n'y a pas de volume de cheveux, il n'y a pas le volume de la moustache. Il y a un truc très lisse. Et d'ailleurs, il est toujours très lisse, il est toujours entièrement habillé en noir, avec une sorte de tenue toute lisse. Et même quand il se pète, je crois que c'est l'épaule à un moment, tout est rond. Enfin, la clavicule sort de truc et c'est rond aussi, quoi. Tout est lisse et il n'y a pas d'aspérité. Voilà. Mais il incarnait quelque chose quand même d'Hollywood, même sans avoir joué chez les plus grands, parce que même on a du mal à retrouver, à part Délivrance, tous les titres des films dans lesquels il a joué. Ouais, mais c'est ça, il y a un côté image qui est... Alors, c'est pas forcément un rapport à moi, mais je trouve que dans l'image, c'est quelqu'un qu'on voyait beaucoup dans les années 70-80, et quand je dis moustache de Burt Reynolds, je réfléchis au film et je dis, mais en fait, il n'y a pas grand-chose, quoi. Et pourquoi lui? Parce qu'il incarne quelque chose de l'Amérique aussi. Il incarne, c'est quelqu'un qui a commencé dans des westerns à la télé. Il y a un côté, cow-boy. Moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup, hein, le côté fin du western. Les mecs, ils se prennent encore pour des cow-boys et qui, pourtant, on est dans les années 90, sur les années 2000, 2010, etc. Les mecs ont encore des chapeaux, des Stetson. Je sais pas si moi, je suis déjà allé aux États-Unis. J'ai fait un arrêt à Dallas. Et à Dallas, les gens portent des Stetson. Et j'ai halluciné, moi j'adore ça, hein. Je suis fan. Le cinéma vit plusieurs encore, des Stetson, voilà, le cinéma vit encore là-bas. Et vue de France pour nous, c'est... Oui, mais il y a un côté toujours, il y a encore des endroits où on fait des rodéos, il y a une sorte de vieux truc qui traîne tout le temps et qui moi me fascine complètement, le côté un peu country, tout ça, c'est un truc qui me fascine complètement.
Du coup, c'est pour ça qu'il a peut-être joué dans Boogie Nights. Boogie Nights, c'est voilà. ça. Et Tarantino aurait voulu qu'il joue dans Once Upon a Time in Hollywood, Oui, donc son tout mais, dernier. mais il est mort. Mais il Donc, aurait été parfait, en tout cas, pour Oui, le film. alors tu sais c'était pour quel rôle Je sais pas, qui mais était- ça colle tellement avec ce que veut dire le film sur, Ah oui, tout à fait, sur cet Hollywood-là, Ouais, ouais. des cow-boys de seconde bah, zone. voilà, un le peu Hollywood de aussi. série B, il y a un côté un peu comme ça. Moi, j'aime beaucoup la série B aussi, donc c'est pas un hasard si j'ai choisi lui plutôt qu'un acteur de premier rang, comme on dirait. On n'en parle pas assez. Mais bon, on va passer de la série B à des chefs-d'œuvre un peu plus canoniques, on va dire. Le Et là, on t'a troisième. demandé un instrument de musique au cinéma. Ben, donc, c'est le piano, dans Casablanca. Je sais pas quand j'ai vu Casablanca, mais j'ai vu très tôt. Alors, j'ai la chance de... Vous avez compris, je viens d'une autre époque. Et sur les télégénéralistes, quand j'étais petit, quand je dis sur les télégénéralistes, il devait y avoir que 3 chaînes à l'époque. Il passait beaucoup de films, et il passait beaucoup de films l'après-midi. Et moi, je rentrais de l'école, et j'avais droit à un long métrage. Et j'ai vu des Truffaut, j'ai vu celui-ci aussi, j'ai vu un autre film que j'ai cité plus tard aussi. Et vraiment, je rentrais de l'école, et waouh, il y avait un long métrage à la télé. Et c'était pas du caca, quoi. Enfin, vraiment voilà, des trucs plutôt pas mal. Et moi, ma cinéphilie, elle commence, comme beaucoup de gens aussi de ma génération, je suis désolé, par la télévision. C'est-à-dire que je regarde ces trucs-là. Et il y a aussi le cinéma de minuit, il y a cinéma. Il y a des tonnes de trucs le soir. Mes parents sont cool et me laissent regarder la télé très tard, dès le moment où j'arrive à me lever le lendemain matin pour aller à l'école. Donc, je me tape tous les trucs en VO la nuit, et même très tard, parce que c'était toujours décalé, parce que le soir 3, qui n'existe plus, depuis pas longtemps, était toujours décalé. Donc, je finissais par regarder un truc qui était à 1h du matin, donc je n'étais pas couché avant 3h du matin. Enfin, c'était des trucs un peu, des situations un peu... voilà, quand on est jeune, on peut récupérer facilement. Voilà. Et j'ai vu plein de trucs à la télé avant de les voir au cinéma. Et sans du tout un choix guidé par une revue, même par des amis, quoi que ce soit. Je suis vraiment le seul dans mon cas à pouvoir regarder des films, donc je regardais tout ce qu'il y avait. Donc je regardais aussi bien que des grands classiques, des trucs de série B, genre Tarantula, des choses comme ça. Voilà, il y avait pas de choix prédéfini. Et après, j'ai découvert que j'avais vu des choses qui étaient considérées comme des chefs-d'œuvre ou pas comme des chefs-d'œuvre. Mais voilà, moi j'ai découvert une cinéphilie assez large et assez rapidement. D'accord. Et comment t'as pensé au piano, du coup, enfin de Casablanca, quand on t'a posé la question Je joue du piano, comme vous le savez peut-être, voilà. C'est arrivé tardivement, c'est un instrument qui me fascine complètement depuis très longtemps. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas me mettre, faites l'expérience une fois si on se croise ailleurs qu'ici. Vous me mettez dans une pièce, il y a un piano, et je vais faire bling sur le piano à un moment. J'ai tapé sur la table, je suis désolé. Et à chaque coup que je pense au piano, en fait, je pense à Casablanca. Voilà. Et je pense à la chanson de Sam, voilà, qui est As Time Goes By. Et je pense à cette séquence à chaque coup que je trouve ultra belle. Et laquelle? Parce qu'il la joue plusieurs fois. La première fois, quand Ingrid Bergman lui demande de chanter, on n'a pas encore vu arriver... Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, voilà, tout ça. Et elle a juste croisé Sam, qui vient d'installer son piano. Et, parce que c'est un piano à roues, c'est drôle. Enfin, il a son piano avec son tabouret de piano dessus. Il s'installe, et là, elle lui parle. Ils se parlent comme des vieux amis. Elle lui commande des trucs, hein, vraiment à la côté, vraiment. Joue-moi ça, joue-moi un vieux morceau, joue-moi... tu sais, enfin... Et puis lui, il fait ça. C'est super, parce que j'ai oublié comment il s'appelle. Le mec qui joue du piano, j'ai oublié son nom. Elle lui commande des trucs, vraiment, vas-y, joue-moi ça. Et puis elle le dirige vers un truc. Et lui, il ment. Et c'est génial, parce que il ment sur plein de trucs. Elle lui pose des questions sur Humphrey Bogart. Non, il n'est pas là. Il ment tout le temps. Et depuis le début, il sait, parce qu'il est très malin, il sait ce qu'elle veut. Il veut qu'elle joue ce morceau-là. Il sait que ce morceau-là, c'est interdit, qu'il n'a pas le droit de le jouer. Et il le joue quand même. Il le joue même. Oui, il le joue, et là, elle insiste. C'est Guy de Sam. Et vas-y, chante-le. Et il peut pas, qui résiste, quoi. C'est une Bergman, quoi. Donc tu joues ton morceau, et là, paf, manque de peau, Humphrey Bogart débarque, il dit non, c'est pas possible. Et voilà. C'est là que le film, je trouve, commence vraiment, quoi. Voilà. Et est-ce que le piano t'avait marqué dès ton premier visionnage du film quand tu étais enfant à la télé? Non, en fait. La scène qui m'a marqué le plus, c'est la scène de fin, enfin, c'est l'avion, quoi. Qui m'a vraiment marqué pendant très longtemps. Et c'est en le revoyant beaucoup plus tard que j'ai vu cette scène au piano que ça m'a plu, quoi. Il y a vraiment ce côté... Parce que, en fait, je suis intéressé par les deux bouts du film, quoi. Il y a un début de film, mais pour moi, le vrai début, c'est le piano. Et la vraie fin, c'est sur le tarmac, quoi. Voilà. Il y a vraiment... voilà, je me souviens de ces deux scènes. Je me souviens plus de tout ce qui se passe entre ces deux scènes, et pourtant, je l'ai vu plusieurs fois.
Et du coup, troisième petite partie, sans transition, Ben, de ce portrait, ouais, des mains au cinéma, voilà. après le piano. On m'a dit mains au cinéma, il y avait piano juste avant, et j'ai pensé à un truc très bête, j'ai pensé aux mains d'Orlac. Et pareil, dans ma culture cinéphile, ils avaient fait... alors, je sais qu'il y a 4 mains d'Orlac différentes qui existent en tant que film de cinéma, et j'en ai vu 3. Ça devait être, pas Cinéma de minuit, mais si, peut-être c'était Cinéma de minuit. Ils avaient passé les 3, chaque dimanche, il y avait un main d'Orlac. Je les ai tous vus. Ouais, tu peux rappeler justement la petite histoire des mains d'Orlac? Alors, ça dépend des versions du film. Si on se base sur la version du bouquin, c'est un musicien célèbre, pianiste célèbre, qui a un accident de train. Et ses mains sont coupées dans l'accident de train et on lui greffe d'autres mains. Et les mains qu'on lui greffe, ce sont des mains... Il découvre que ce sont les mains d'un assassin. Et il est certain que ces mains ne lui appartiennent plus. Et qu'il ne pourra plus... qu'il va devenir un assassin, quoi. Et j'aime bien cette idée de corps qui ne t'appartient plus, qui est assez plaisant. Dans la version avec Mel Ferrer, c'est encore plus marrant parce que c'est... marrant, entre guillemets. Parce qu'à aucun moment, il est question qu'on lui greffe d'autres mains. Mais lui, il est certain qu'on lui a greffé les mains de quelqu'un d'autre. Et donc, c'est vraiment sur le choc, sur la psychose, en fait, de quelqu'un qui dit « mes mains ne m'appartiennent plus », qu'il y a un truc qui revient... ça revient dans la famille Adams, ça revient partout. Enfin, le côté où les mains... Et c'est souvent les mains, quand même. Enfin, c'est souvent les mains, parce que c'est quand même notre outil le plus performant, entre guillemets. Donc, c'est un truc qui revient souvent. Et c'est des mains qui deviennent démoniaques, souvent. C'est vraiment... Oui, parce qu'elle t'échappe. Mais en même temps, justement, quand tu joues du piano, tu t'aperçois à quel point tes mains peuvent t'échapper. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu connais tellement tes trucs que tes mains vont directement à l'endroit où elles doivent aller et tu n'as pas l'impression que tu as donné l'ordre avec tes mains d'y aller. Elles y vont quand même. Tu dis, ah, c'est pas mal, ça commence à rentrer ce morceau dans les doigts. Bah oui, il rentre dans les doigts. C'est-à-dire que c'est les doigts qu'on une mémoire, quoi. Et c'est pas étonnant que ce soit passé par un pianiste pour qu'il y ait des mains démoniaques. On parle encore d'échappatoire. Alors on va passer à la deuxième grande partie qui est circonstances et conditions de visionnage et qui concerne ta façon de voir des films, dans quel lieu, dans quel endroit, de quelle façon. Et donc on s'est souvenu que tu avais accueilli le Rocky Horror Picture Show, 2 troupes différentes, les vendredis et samedis soirs, et même ça 3 même. Et même 3 au studio Galand. Et donc on voulait te demander si tu retiens vraiment une séance mémorable de ce fameux Rocky Horror Picture Show. Alors donc il n'y a pas une séance mémorable, il y a plusieurs séances mémorables et c'est les séances où j'étais moi-même dans la salle en tant que spectateur. D'accord. Parce que c'est... alors moi j'avais tendance à descendre tout le temps au début du show, quand j'étais projectionniste, vraiment à quitter ma cabine et voir comment ça se passait dans la salle au début, parce que je mets bien ce qu'on appelle le pré-show, c'est-à-dire tout ce qui est dit avant qui prépare un peu les gens. Qu'il y a une équipe vraiment de gens qui jouent le il y a rôle deux des équipes personnages dans la salle. qu'on appelle des castes et qui rejouent le film, mais ils détournent le film devant l'écran et qui jouent avec l'écran. Donc c'est une sorte de... Moi, ça me fascinait au début parce que j'étais assez fasciné aussi par le cinéma expérimental et pour moi, c'était du cinéma, de l'expanded cinéma. C'était vraiment ça, le film sortait dans la salle et ça me fascinait beaucoup. Même s'ils n'ont pas eu toute cette conscience-là et qu'il y a plutôt un truc de jeu où on va s'amuser avec l'écran, avec ce qui est dit, à mettre des répliques entre les répliques. Ce qui fait que certaines personnes croient encore aujourd'hui que le film a été fait pour ça. C'est-à-dire que effectivement, les répliques sont tellement espacées dans le film qu'ils croient que c'est fait exprès pour qu'on puisse rajouter des répliques entre les répliques. Mais en fait, non, c'est un pur hasard. C'est un film raté. C'est plutôt bénéfique. Hein. Enfin, c'est plutôt bénéfique. C'est plutôt positif pour moi, un film raté. Et ouais, moi je descendais toujours un peu dans la salle et quelquefois pour des occasions particulières ou juste parce que j'avais l'occasion, je suis descendu vraiment dans le public et là on prend la vague de folie en pleine face et il se passe plein de trucs drôles, voilà. Il se passe des trucs dans la salle. Voilà. C'est vrai, voilà, on mime des choses dans la salle. Voilà, on mime des rapports sexuels, des choses comme ça. Et voilà, j'étais des deux côtés et tout. C'était les deux côtés du rapport sexuel, je veux dire. Voilà. Et c'était plutôt rigolo, quoi. Voilà, d'être dans la salle, parce qu'il y a un truc qui se passe qui est vraiment une sorte de folie. Et tant qu'on n'est pas dans la salle, on ne comprend pas. Même moi, à l'extérieur, je la voyais, je trouve ça rigolo et tout. Il y avait un truc qui me fascinait beaucoup. Et dès qu'on est vraiment dans la salle, là, on le prend de plein fouet. Et on est à fond dedans et c'est drôle, quoi. C'est vraiment un truc, voilà. Je conseille à tous. Même si je ne travaille plus au Studio Galand, allez voir le Rocky au Studio Galand. Mais il est encore représenté. Oui, il est encore représenté, ça ne s'arrêtera jamais. Je pense que c'est ça s'arrêtera jamais. Ça dure depuis plus de 40 ans, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête.
Bon, bah, prenez vos places. D'autres anecdotes peut-être, un moment particulièrement croustillant ou c'est vraiment un mélange de souvenirs? Il y en a trop parce que j'ai tellement projeté, parce qu'il y a aussi les moments en dehors de la salle. En fait, au Galande, les loges sont les toilettes des filles, hein, parce qu'il y a un grand miroir qui permet de se regarder dedans et ça donnait sur mon bureau, donc j'entendais tout ce qu'il disait et j'ai entendu plein de trucs super rigolos, quoi, des concours d'aréoles, des choses comme ça, genre se classer devant le miroir par couleur d'aréole, le plus foncé au plus clair, des choses comme ça. Et il dit mais c'est pas vrai, ils sont en train de faire ça. Et des fois, Roda, viens voir, tu vas nous dire et tout, et il fallait que je mette un jugement sur ci ou ça. Enfin voilà, il y a toujours des trucs bizarres, beaucoup de rires, beaucoup de trucs. Voilà, c'est une sorte de... Les gens qui font le Rocky deviennent complètement accros au Rocky. Hein. C'est un truc... Voilà, on ne lâche pas. C'est pas ça qu'on fait 1 ou 2 fois dans sa vie. Souvent, on le fait 1 ou 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, ou 10 ans dans sa vie parce que c'est une sorte de rendez-vous régulier. On rencontre des copains, on rigole, on fait les cons sur scène et après, en plus, on boit des coups. Et voilà, il y a un côté... une forme de cérémonie, en fait. C'est une sorte de cérémonie. C'est une grande fête, que ce soit le vendredi ou le samedi. C'est une fête. Et moi, cette fête, je la sentais dès qu'ils arrivaient, quoi. Donc, ils arrivaient dans la salle, dans le cinéma. Il y a un côté, voilà, ce soir, j'étais content de projeter pour eux parce que je sais qu'on allait s'amuser, que des spectateurs allaient faire les idiots, être déguisés n'importe comment, qu'il allait se passer un truc forcément, quoi. Donc, de toute façon, là, c'est difficile de rajouter. Il faut vraiment y aller pour voir à quoi ça ressemble. Ouais. Et donc, on va passer à une seconde question, qui est donc un film que tu as vu dans des mauvaises conditions, peut-être à la télé, du coup, mais que tu as redécouvert en salle et que tu as vraiment eu la sensation que c'était une redécouverte. Et en plus, je repense à ce film, donc c'est Shadows, hein, de Cassavetes. De Cassavetes, ouais. Et j'ai vu à la télé, pareil, assez jeune, je sais pas à quel âge, et ça m'a... Je sais que je l'ai vu, mais je me souviens plus du tout de ce qu'il y avait dedans. C'était vraiment... ça ne m'avait pas touché du tout. Alors, ça devait déjà être un moment où j'étais un peu conscient, où j'avais déjà lu des choses un peu sur le cinéma, tout ça. Je pense vers 15-16 ans, peut-être, où je l'ai vu. Genre, il faut voir ce film. C'est un film de Cassavetes, il faut le voir. Donc, je l'ai vu et ça ne m'a pas touché beaucoup. Les films de Cassavetes, ça passe pas très bien à la télé, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai vraiment du mal à... Ouais, mais quand même, là, je l'ai regardé hier sur YouTube parce qu'il est disponible. Et honnêtement, puis en plus, c'est son premier film docu-fiction. Donc, c'est très... Il est bien, mais c'est juste que c'est vrai que tu as une espèce de flopée d'images qui t'arrive et tu sais pas très bien, comment les considérer, ces images. Mais c'est très improvisé en plus. Donc, oui, et puis je pense qu'il a... Enfin, c'est toujours le même... Voilà, déjà, c'est à moitié improvisé, et puis c'est un film de cinéma, c'est fait pour être vu sur un grand écran, et puis si on le voit un petit, forcément on perd une dimension, quoi. Et ce qui est drôle, c'est que je l'ai revu dans des conditions qui normalement ne sont pas favorables. Je l'ai revu en plein air, à la Villette, sur un écran gonflable. Je me souviens très bien. Ah oui, alors c'est pas voilà, et c'est pas la Villette aujourd'hui où il y a tellement de monde qu'on peut pas voir le film parce que les gens n'aiment pas le film, donc partent et des gens arrivent, donc il y a toujours des gens qui passent devant vous, c'est pas possible, il y a à peine de la place pour vous allonger et tout. C'est une époque où c'était pas encore trop fréquenté. Et c'est vraiment un truc, mais vraiment, je comptais pas être allé. C'est une copine qui m'a dit viens, avec mon copain, on prend des sandwichs, on prend des bières, on va voir ce film. Et là, j'étais complètement avalé par le film, alors que c'était pas du tout de super bonnes conditions. C'est quand même, il y a des gens autour, on mange, on boit, mais je sais pas, il s'est passé un truc. Et là, d'un coup, le film, c'était une évidence, quoi. Et voilà, j'ai adoré ce film. Et tu l'aimes toujours, du coup? Oui, j'aime toujours, parce qu'en plus, il y a ce côté improvisé, il y a ce côté un peu expérimental qui est séduisant. Il y a un jeu sur le noir et blanc dans tous les sens du terme, aussi bien d'un point de vue, alors je n'aime pas ce mot, mais je veux dire quand même racial, on va dire plutôt couleur de peau, et sur le noir et blanc d'image, qui est très intriguant. Moi, il y a un truc qui me touche. Oh, tiens, je pars en sucette, ça y est. Non, ça fait penser au Mirage de la vie, je sais pas pourquoi. Voilà. Il y a un truc du côté de couleur de peau. Ouais, couleur de peau, voilà, il y a un truc sur la couleur de peau, la couleur de peau, c'est rien en fait. Voilà, on va pas s'arrêter là. Et ça me fait penser au Mirage de la vie, au célèbre passage, célèbre, je sais pas si c'est célèbre pour tout le monde, une jeune fille qui donc a une maman noire, et dont le père était très clair, donc elle est très blanche, et tout le monde croit qu'elle est blanche. En plus, elle vient d'une école avec des blancs et tout le monde croit qu'elle est blanche. Et un jour, sa mère lui apporte, je crois, un par-dessus ou un imperméable, parce qu'il pleut dehors. Et la dame rentre, et la maîtresse fait « Mais il n'y a aucune élève noire ici. » Si, il y a ma fille, elle s'appelle comme ça, et elle la désigne, et là, tout le monde se rend compte qu'en fait, elle est noire. Et j'aime bien cette idée que, mais non, elle n'est pas noire. C'est idiot. C'est juste des mots qu'on met sur des gens. Effectivement, elle n'est pas noire, elle n'a pas du tout une couleur de peau noire. Et ça lui pose des problèmes d'ailleurs par la suite dans le film et tout. Enfin, pour ceux qui se souviennent du Mirage de la vie, moi, ça me touche beaucoup. Et là c'est pareil. Dans Cassavetes, il y a ce côté où
voilà, les personnages ont pas de couleur. Enfin, ils ont la couleur qu'on veut leur donner. Et jusqu'à temps qu'on apporte des informations autres que leur simple apparence, et ben, ils sont ce qu'ils sont. Et c'est très bien comme ça. Et moi, ça me fait penser à un film, justement, dans les résonances comme ça, et toujours dans ces questions de couleur de peau, c'est Guns of Trees de Jonas Mekas, où le même acteur de Shadows, Ben, je sais plus comment. Oui, le petit jeune dans Shadows, entre guillemets, ouais. Et ben, il joue dans Guns of Trees, et il y a aussi cette espèce de confusion, de porosité au niveau des couleurs de peau, parce que tu as un couple noir et un couple blanc qui se questionnent justement donc, voilà, sur le suicide d'une de leurs amies. Et c'est très beau, tu as cette porosité des couleurs de peau, des paysages, de plein de choses comme ça, et tu as le même acteur. Et donc, ça, je sais pas, ça me fait résonner. C'est intéressant effectivement sur qui joue quoi. Sur un certain type de couleur de peau qu'on va utiliser dans les westerns pour jouer des Indiens, justement. Où tu regardes dans le cinéma américain, quand ils vont prendre un acteur qui est vraiment un acteur africain, quand je parle de l'Afrique, c'est plusieurs pays d'Afrique, Afrique du Nord, Afrique du Sud, et puis, je veux dire, tout le continent, et qui vont prendre un acteur de tel pays qui va jouer un personnage d'autre pays, mais genre plutôt un arabe qui va jouer un noir, et je dis, ben non, en fait, non, c'est pas les mêmes. Il y a un truc, mais pour eux, c'est la même chose. Il y a un côté, cette confusion-là, elle est un peu embêtante par moment, parce que vraiment, on réduit ton identité à quelque chose, et c'est un peu monstrueux. Et en même temps, il y a un côté qui est beau aussi, dans le sens où, qu'importe, tu peux jouer ce rôle-là. C'est bon, ça va passer très bien, il n'y a pas de problème. Et tu es suffisamment un bon acteur pour le faire, en fait. Oui, il y a un côté où c'est comme ça. Il y a le jeu qui joue aussi. Et sur Cassavetes, sur le Shadow, c'est les... en plus, ça s'appelle Shadows, quoi. Enfin, c'est vrai que le titre est très très fort, par contre. Je trouve qu'il y a un truc qui est très beau là-dessus, sur la non-identification des gens par rapport à ce qu'ils représentent. Ils peuvent être plusieurs choses. C'est marrant que tu évoques Jonas Mekas aussi, parce que c'est lui... Enfin, je sais que Cassavetes et Mekas étaient liés d'une certaine façon, et c'est Mekas, je pense, qui a permis de faire découvrir un petit peu Cassavetes, en tout cas à New York. Ça, je ne sais pas, par contre. Je ne suis pas exactement sûr, mais je sais qu'il y a un lien entre les deux. Mais il y a un truc, que ce soit pour Shadows ou pour la carrière de Mekas en général, il y a un côté assez libre sur comment on utilise une caméra et justement sur la mobilité de la caméra. C'est-à-dire une caméra assez légère, on peut bouger, on va dans la rue, on filme des scènes et on demande d'autorisation à personne, on se débrouille comme on peut ou comme on veut et on fait un truc qui nous est propre. Et c'est parfait parce que caméra, pellicule, ça permet de faire une sorte de transition avec les deux prochaines questions, donc qui sont liées au numérique et à la pellicule. Et première de ces deux questions, justement, un film tourné en numérique, mais que toi, tu aurais préféré voir en pellicule, justement. Et ben donc, c'est Gran Torino de Clint Eastwood. C'est le premier film que je voyais en numérique. Et donc, c'était un peu un sketch à la caisse du cinéma. Parce que mon épouse, qui s'appelle Elodie Imbeau, ou Lady Jane, ou Lady Cobeto, ça dépend dans quelle entité elle est, a fait exprès d'embêter le caissier pour dire « Mais c'est quoi le numérique, monsieur ?» Alors qu'elle savait très bien ce que c'était. Et le mec n'a pas su répondre du tout ce que c'était. Il a fini par dire « C'est mieux ». Et elle a fait « Ah, bah, c'était une super réponse, c'est mieux ». Voilà. Et c'est une époque où on ne savait pas tout ce que c'était. Et j'ai vu le film. Pour moi, enfin, j'ai pas beaucoup. Enfin, si, j'ai vu d'autres films d'Eastwood après, qu'il a fait après, je veux dire. Pour moi, ça reste l'un des derniers grands Eastwood et c'est dommage qu'il ait été tourné. Enfin, je ne sais même pas s'il a été tourné en numérique en fait. En tout cas, il était diffusé en numérique à l'époque et il y avait des défauts, des vrais défauts qui étaient troublants et qui posent des questions. Donc des défauts d'aliasing, c'est-à-dire qu'on voyait vraiment les pixels sur les titres dans le générique de fin. Je dis, non, c'est pas possible. Voilà. Et il y a un truc qui m'a super troublé. Il y a un personnage de prêtre dans le film qui est roux. On parle encore de couleur de peau et de carnation, je suis désolé. Enfin, de minorité pour le coup. Oui, de minorité du coup. Et là, lui, il était complètement lumineux. Mais il n'était pas lumineux du fait que Eastwood ait voulu le rendre lumineux. Il était lumineux parce qu'on ne sait pas encore gérer le numérique et on ne sait pas comment éclairer quelqu'un qui a une couleur de peau pas tout à fait pareille que les autres. Et donc, il y avait un côté où ça donnait une sorte d'aura quasiment christique. Et je pense que ce n'est pas du tout voulu par Eastwood, vu le personnage du film. Et voilà, ça créait un truc un peu bizarre. Et tu dis, mais est-ce qu'il est voulu, est-ce qu'il n'a pas voulu? J'ai longtemps pensé après. On dit, mais il l'a fait exprès, c'est pas possible. Non, c'est pas. Et je pense que c'est juste. Et on voit dans d'autres films d'Eastwood, Jersey Boys, par exemple, que. Alors, je vais être méchant avec son chef-op, c'est pas être suggéré le numérique. Voilà. Vous avez vu Jersey Boys ou pas? C'est pas un grand film, hein, déjà. Voilà. Et à la fin, on les voit, on suit un
un groupe de ses débuts, voilà. Et à la fin, ils sont vieux. Et ils sont maquillés vieux. Alors déjà, le maquillage au cinéma, c'est compliqué pour vieillir les gens. Et là, en plus, c'est filmé de telle manière qu'on ne voit que le maquillage. On voit que les rides ratées, que les bouts de la tête qui ont été rajoutés, et tout est raté. Et je pense que c'est vraiment une erreur, en fait, du chef-op qui ne savait pas. Issou doit vouloir garder son équipe, ce qui est normal. Et son chef-op, c'est pas de gérer le numérique. Et pour avoir déjà suivi des conférences de chef-op ici à la Cinémathèque, il y a une manière, c'est pas exactement le même média que la pellicule, il faut savoir le travailler et ça s'éclaire pas pareil. Et justement, c'est ça qui est excitant peut-être dans le numérique. Mais là, pour Jar the Boy, c'était pas les balbutiements. C'est pas les balbutiements, on n'est plus dans les balbutiements, on est encore dans des trucs où il y a des problèmes, quoi. Et le début du numérique, c'est une catastrophe. Oui, ça, pour en revenir à Gran Torino, tu penses du coup que le problème était plus lié aux projections, à la projection en elle-même, au projecteur Non, elle était vraiment liée au numérique. C'est même pas une question de réglage de projecteur numérique, même bien que c'était, pour pas le citer, Thomas Klinder à Paris. C'était l'un des premiers installés et tout. Mais il y a un truc, c'était pas une question de réglage, c'est une question de... On ne sait pas encore tourner en numérique. Il y a des trucs qui échappent. Parce que je sais que parfois ça pose problème aussi dans certains cinémas, des problèmes d'étalonnage, des problèmes... Oui, il y a des réglages à faire. Mais normalement, quand ils installent le projecteur, ils font les installations et tout est nickel. Il y a eu des problèmes, effectivement, des écrans qui reflètent trop la lumière et qui font des points chauds, des choses comme ça. Enfin, il y a eu plein de problèmes à des moments. Mais d'une manière générale, de ce que je vois aujourd'hui projeté en numérique, ça passe très bien. Il n'y a pas de truc où tu te sors en disant « Waouh, c'est juste pas possible ». Mais c'est intéressant parce que justement ce personnage du prêtre dont tu parles qui était surilluminé, justement tu t'en souviens et ça a créé quelque chose de raté ou une espèce de... Bon, je ne vais pas employer le mot miracle parce que je ne sais pas si ça s'accorde. Il y a une petite incongruité, on va dire. Mais tu vois, c'est intéressant que le fait que, comme en pellicule, parfois on ne savait pas tout gérer, là, au début du numérique, on ne savait pas tout gérer, donc ça crée un peu des incongruités, quoi. Après, les nombreux auditeurs qui nous écoutent vont peut-être faire des recherches sur Eastwood et se dire, en fait, Eastwood l'a voulu, ce mec qui brille. Mais c'était très troublant, ce côté, genre... il y avait un côté bizarre. Justement, tu parlais de Minority tout à l'heure. Moi, je me suis posé plein de questions sur les peaux noires, justement, parce que moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de noirs au cinéma. Et s'il n'y a pas beaucoup de noirs au cinéma, c'est parce que la photo a été créée par des blancs, en fait. Et qu'on n'a jamais pensé qu'on pouvait capter toutes... vous vous baladez dans la rue, vous voyez bien, il y a plein de nuances, de carnations différentes, rien que dans la peau noire. Je ne parle même pas des autres peaux. Il y a plein de choses. Et quand vous filmez quelqu'un qui est noir, il est noir. Et il y a toutes les nuances de sa peau disparaissent. Il y a un côté où ça n'a pas été fait pour ça. Et le numérique permet ça aussi. Le numérique, justement, devrait permettre ça. De jouer plus sur la lumière et de voir que lui ne ressemble pas à lui. C'est deux personnes différentes. C'est pas le même noir, c'est pas les mêmes nuances, etc. Et voilà, c'est vrai que c'est très... Moi, j'ai travaillé dans un collège avec plein d'enfants blacks, et c'est vrai que c'est compliqué de les éclairer parce que rien n'a été fait pour ça, en fait. On n'a pas les instruments pour. Il faut vraiment avoir un travail spécifique pour ça, pour comprendre cette carnation et pouvoir lui rendre hommage, finalement. Lui rendre la même justice que les autres. C'est ça, peaux. Tout simplement. On pourrait parler en ASMR pour la scène qu'on va évoquer maintenant, car nous allons parler de la scène érotique de ton enfance qui est non seulement en pellicule, mais en plus qui est charmante. Enfin, je crois, si on parle de la même scène. Alors, on parle peut-être pas de la même scène, parce que je me souviens pas de la scène exactement. C'est pas grave. Je me souviens du film. Ça fait partie de ces films que j'ai vus quand je devais avoir 12 ans ou un truc comme ça, pareil, à la télé, en rentrant de l'école. Et quand on m'avait posé la question, la scène érotique de ton enfance, je ne pouvais pas me défaire de ce film, qui est donc Monica, d'Ingmar Bergman. Et je ne peux pas m'en défaire, je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire, je ne sais pas, il n'y a pas une scène, il y a un truc qui souffle pendant tout le film. Et elle est sulfureuse, de toute façon. Mais elle a un côté incroyable, quoi. Et même quand, en tant que pré-ado, j'ai ouh, il y a un truc, il n'y a rien dans ce film, quoi. Il n'y a rien. Je n'ai pas revu depuis très longtemps, mais il n'y a pas tant de choses que ça. Il y a un truc, et je suis assez sensible à ça, en fait, dans... Cette espèce d'atmosphère très érotique, très chaude. Qui traîne tout le long. Par exemple, j'ai vu beaucoup plus tard, je sais que Clément l'a vu aussi, Onibaba, que j'ai vu pareil à la télé un soir. Là, pour le coup, c'était un soir tard et j'étais un peu plus âgé. Et je suis incapable de raconter ce film. C'est impossible pour moi de raconter ce film. Par contre, je suis complètement amoureux de l'actrice. Et parce qu'il y a un truc il y a une sorte de trouble. De trouble érotique énorme, et je ne sais pas d'où ça sort, quoi. Et c'est impossible. Et Monica, c'est pareil, c'est impossible de citer la scène. Alors peut-être le moment où elle a
l'image qu'on connaît le plus de Dominica, je crois même, Peut-être l'affiche du film. c'est l'affiche du film, c'est peut-être même la photo que vole Antoine Douanel dans les 400 coups. Voilà, c'est le truc, elle a les épaules nues. Et waouh, l'érotisme, ça va vachement loin. Quoi. Elle a juste les épaules nues, mais elle a à côté une sorte d'abandon au soleil qui est juste troublant. Et moi, ce film m'avait vachement troublé quand j'étais petit. Et je suis incapable de dire pour quelle scène, mais c'est tout le film en fait. C'est un côté où un truc. Oui, c'est lancinant, quoi. Terriblement séduisant. Et oui, c'est parce qu'elle ne le montre. Enfin, moi, je pense que... oui, c'est parce qu'il ne montre pas, en fait, ses atouts érotiques, parce qu'à chaque fois qu'il la cadre, donc c'est au-dessus des épaules, ou alors, à un moment, elle passe au-dessus de son amoureux, et donc, en fait, on voit juste ses pieds, tu vois, qui passent sous la tête, donc on imagine ce que voit son amoureux, mais nous, on le voit pas. Et après, elle est de dos, et on la voit prendre la main de son amoureux, la mettre sur son corps, mais on ne voit rien de tout à fait concret. Mais voilà, c'est juste cette espèce d'imaginaire que crée Bergman. Et c'est drôle ce que tu dis, parce que ça me fait penser à mon cinéma à moi, où j'aime bien filmer des femmes, toutes sortes de femmes. Et c'est vrai que ça va jamais être très loin, justement, dans le dévoilement. Dans le dévoilement, quoi. J'aime bien le côté où on ne montre pas tout à fait. Même si j'adore qu'on montre tout à fait toutes les aussi. poitrines du monde, etc. Mais je ne vais pas trop en montrer. Je vais montrer une poitrine, mais il ne va pas y avoir d'acte. Il y a toujours où je ne vais pas à fond. Et je pense que c'est peut-être, justement, c'est à cause de Monica, en fait. Tu vois, le côté, juste on montre des choses, on montre les détails. Et je trouve que c'est beaucoup plus beau, comme toujours, de laisser une part d'imaginaire et de laisser une part d'interprétation, on va dire, au spectateur qui, lui, dessine la suite, quoi. Enfin, construit la suite. Ou ne construit pas. Ça dépend aussi de... Je pense un truc complètement débile. Un monsieur qui s'appelle Darger, un monsieur qui fait de l'art brut. C'est un monsieur dont on a retrouvé, après sa mort, on a retrouvé plein de cahiers chez lui. C'était le chantier pas possible. Il y avait plein de cahiers. Et cet homme n'avait jamais vu de femme de sa vie. Et cet homme adorait dessiner des petites filles. Et donc, les petites filles avaient des zizi. Parce qu'il ne savait pas à quoi ça ressemblait une fille en vrai. Donc, il se dit, ça se ressemble comme moi. Et donc, elles ont des zizi. Et c'est un truc complètement fascinant. Il y a des combats. Et en plus, elles se battent, elles se torturent, etc. Et elles ont toutes des zizi parce qu'ils n'avaient jamais eu de femme, en fait. Et c'est un peu ça. Bon, ça peut aller très loin dans l'imaginaire, quoi. Genre, je ne sais pas ce qu'il y a. Mais ce qu'il y a, c'est tellement beau, quoi. Il y a un truc qui est très beau que je ne vois pas. Et voilà. C'est magique, cette découverte. Merci, Rodolphe. Il n'y a pas de quoi. En partant de Monica. Ouais, on va très loin. Bon, ça va nous tenir éveillés pour la suite. Et justement, la prochaine question, j'adore faire des transitions tout à fait transitoires. Le film qui te tient éveillé, même dans un état d'extrême fatigue. Alors là, la question était compliquée. J'ai failli répondre d'ailleurs, rien ne me tient éveillé. Voilà. Ça aurait pu être une réponse. Parce que depuis quelques années, je m'autorise à dormir au cinéma quand le film est vraiment chiant. Et ça peut créer de belles Et atmosphères. ça peut, moi je connais même quelqu'un qui est capable de vous raconter le film quand même, même quand il a dormi pendant tout le film. Moi pas. Mais moi, des fois, je dis, allez, je suis crevé, je ferme les yeux et je me réveillerai tout à l'heure. C'est pas très grave. Voilà. Mais je voulais répondre à autre chose. Et donc j'ai cherché. J'ai fait une réponse un peu consciente en fait du truc. Qu'est-ce qui me tient éveillé ? Eh ben, un film qui a un rêve en fait. Et ce film, c'est Le Chien andalou. Enfin, Un Chien andalou d'Ali Buñuel. Et déjà, c'est un film court, donc je peux rester éveillé pendant un certain temps, c'est bon. Et en fait, c'est déjà c'est déjà un rêve, quoi. C'est une belle incarnation de ce qu'on appelle quand on est petit à l'école, on apprend des poésies, c'est toujours des trucs mignons, quoi. Voilà. Et ça aussi, c'est de la poésie, c'est pas mignon. Et c'est bien de penser que la poésie, ça peut être un truc pas mignon. Et justement, c'est le domaine de la poésie parce qu'on est emporté par ce truc, on comprend ce truc, on aime ce truc. C'est vraiment, je pense, je sais pas si c'est mon film préféré, mais c'est un de mes 3 films préférés, je pense, dans ma vie. J'ai beaucoup vu et à chaque coup, ça reste un mystère. Et j'aime voilà, c'est pas un hasard si après j'ai fait du cinéma expérimental. C'est parce qu'il y a un côté, il n'y a pas d'histoire, ou si peu. On se l'imagine, en fait. On se la fait tout seul. Et on regarde le film d'un bout à l'autre et on se dit, mais par où ça tient ? Et tu peux regarder 1000 fois, tu ne sais pas par où ça tient. Il y a un truc que les deux, là, ils ont réussi à mettre dans ce film qui fait que le film tient tout seul et que c'est que des images, c'est une sorte de cut-up. Et ça tient quand même d'un bout à l'autre. Il y a un vrai film. Je parlais de Bulle tout à l'heure. La Bulle, elle est là. Elle est vraiment... c'est un truc complètement construit, mais qui est impossible à raconter. Et comme souvent, quand on sort du cinéma ou qu'on rencontre des gens après avoir vu un film, ça raconte quoi ton film et tout ça ? On raconte, et c'est tellement... moindre et faible. Voilà, ouais, c'est du cinéma, c'est une manière de raconter le cinéma, c'est une manière de montrer les choses et de faire comprendre quelque chose ou de ne pas faire comprendre quelque chose. C'est aussi. Mais on s'est aussi demandé quand même, parce que l'image est marquante, si tu ne l'avais pas aussi choisi pour... cette image pour cette image très très célèbre quand même de l'œil qu'on ouvre. Oui, non mais... Parce que le film s'ouvre
sur un œil qui est coupé en deux, Ouais, ce qui est quand même coupé en deux. assez fort. Et justement, c'est là où c'est assez fort. C'est une découverte enfin, je sais pas si c'est eux qui ont fait cette découverte, mais la scène est tellement forte qu'après on est prêt à tout accepter. Et c'est ça qui est très beau dans ce film, c'est que le truc est tellement repoussant Terrible, ouais. que là, après, wow, tout est possible. Et on se laisse faire par le film complètement. Alors ça va, ça dure pas non plus 1 heure, mais on se laisse faire par le film pendant les 10 minutes qui suivent. On se laisse faire complètement parce que voilà, on a vu le pire truc qu'on pouvait voir. Et à partir de là, tout est possible et on est prêt. On est prêt. C'est comme s'il y avait une sorte d'électrochoc qui nous rendait un peu gaga, un peu, et qui nous permettait d'accepter tout ce qui arrivait par la suite. Justement, Une très belle trouvaille, je trouve. Ouais. Mais ce côté incongruité, association d'idées aussi, le fait de ressasser comme ça des idées plus ou moins surréalistes, absurdes, ça t'éveille aussi ou... Ah, complètement. Et puis, moi, ce qui me fascine dans ce film, c'est les changements de décor. C'est-à-dire qu'on est quelque part, quelqu'un fait quelque chose et cette chose se termine sur la plage. Et, pourquoi et là, tout d'un coup, hop, c'est des statues. Ah bah, pourquoi? Et il y a une sorte d'interrogation et de pourquoi. En même temps, on dit pourquoi, mais on reste dans la bulle, on reste dans l'attraction de ce film où on n'en sort pas, quoi. Où on se dit, mais il y a une sorte de logique. Et c'est cette logique qui nous échappe qui est belle, quoi, parce que c'est là où est la poésie, entre guillemets. C'est le côté où quelqu'un a écrit un truc, a écrit une poésie, elle nous touche, et on est incapable de savoir pourquoi. Alors, je ne parle pas de la poésie genre Victor Hugo avec des rimes à chaque coup, à chaque vers, mais voilà, c'est un truc que je dis, mais c'est pourquoi ce truc me touche, on est incapable de le voir. J'aime bien ce côté magique, en fait, au cinéma. C'est ce que quand je dis tout à l'heure, j'aimais bien être surpris par mes propres images, par mes propres films. J'aime bien être surpris par les autres, parce qu'il y a un truc qui m'échappe, mais qui me touche. Et c'est ça qui est beau au cinéma, je trouve. Entre autres. On va passer à la carte blanche. Et alors là, tu nous as choisi une séquence tirée de Mulholland Drive, de David Lynch, donc son chef-d'œuvre de 2001. C'est bien, le chef de 2001, il a fait un seul chef-d'œuvre en 2001, donc c'est bien. Il n'en a fait qu'un en 2001, malheureusement. Ou heureusement pour lui, et pour son rythme de vie, je sais pas. Et donc, tu nous as choisi un passage pivot dans le film, je pense. Ah oui, si complètement. c'est celui auquel je pense, en tout cas, de sûr, la boîte bleue. Ouais. Non, parce qu'on la voit 2 fois. Il y a 2 moments très importants. Il y en a un à la toute fin aussi. Ah, mais pas avec la boîte bleue. Si. Ah, je ne sais pas de la boîte bleue, pourtant je l'ai fait. Avec des petits bonhommes qui sortent de la boîte bleue. Ah, bah oui, bien sûr, je suis con. Ah, pardon, je suis idiot. Bien sûr, les petits bonhommes des petits vieux qui sortent de la boîte bleue. C'est ça. Oui, bien sûr. Les petits vieux qui sortent de la Bon, boîte bleue. on peut spoiler, des rimes, pas de quoi. problème. Mais bon, en tout cas, donc ça veut dire que tu nous as choisi le passage, bon, je m'en doutais de toute façon, le passage le plus important Bah oui, c'est le. par rapport à la boîte bleue. C'est le donc, retournement du film, c'est tellement beau, enfin c'est tellement... J'aime bien les films en 2 parties, j'aime bien... Ce qui est drôle, c'est que ça arrive vraiment aux 3/4 du film, en fait, ce retournement. Ouais, on dirait, on a l'impression que c'est le milieu, c'est pas ça, le on a milieu, l'impression que c'est le milieu, même... parce qu'il y a un retournement qui en se fait perception du qui est magique. Donc on va laisser te raconter D'accord. la scène comme Donc, si tu y étais. On est avec la boîte bleue, déjà. Je vais raconter 2 scènes, en fait. Enfin, je vais pas raconter 2 scènes. On vient de quitter la boîte bleue, il y a une sorte de mec qui pue, qui demande... Alors qu'il demande pas du feu. Pourtant, il est tout sombre, tout noir, il fait pas « God light ». Mais il a une boîte bleue, qui est une sorte de Rubik's Cube, on sait pas ce que c'est, il a une boîte bleue. Et tout à coup, on passe sur autre chose. Et là, moi, je sens des embruns. On est au bord de la mer. Je marche, je monte un escalier, qui sont des sortes de bouts de bois, sur une dune. Et en haut de la dune, il y a une table. Et cette table, il y a plein de gens qui se mangent autour de cette table. C'est une grande table très longue, nappe blanche. Ils mangent des choses. Ils mangent plein de choses. C'est un peu confus sur ce qu'ils mangent, mais j'imagine qu'ils mangent du poisson, par exemple, entre autres. Ils boivent beaucoup, il y a beaucoup de choses. Alors, c'est des grands verres à l'américaine, des grands verres de vin rouge, et certainement du vin californien, parce que nous sommes en Californie. Nous sommes Hollywood. Et on entend vaguement la mer au fond. On ne la voit pas parce que c'est la nuit. Et là, je pensais à un truc, je ne sais pas comment c'est éclairé, je ne sais pas comment on voit les gens. Voilà. Il y a des bougies sur la table. En tout cas, c'est sûr, parce je sens la cire. Et là, j'ai une sorte de malaise. Je ne me sens pas très bien. Il y a un truc qui a cloché. Alors, je ne sais pas si c'est le clochard qui a cloché avec la boîte bleue avant. Il y a un truc qui s'est passé, il y a un truc qui ne colle pas. Il y a un truc dans l'ambiance qui ne colle pas. Je ne suis pas la bienvenue. Je suis une fille. Et je ne suis pas la bienvenue. Il n'y a pas ma place à table. Je suis là, très bien. Je peux m'asseoir quelque part. Je trouve une place quelque part. Et cette fille... dont je suis clairement amoureuse depuis le début du film, me regarde pas comme d'habitude. Et c'est plus ma chose.
C'est plus une petite chose perdue que j'ai récupérée au bord de la route. C'est que j'ai récupéré après de multiples aventures. C'est pas quelqu'un qui est sous mon aile, et c'est quelqu'un qui me tient tête. Et en plus, j'en sens vraiment un gros malaise en moi parce que cette fille, elle me tient tête, et en plus, elle est en train de sortir avec un réalisateur de film. Et je pensais que ce réalisateur de film, c'était mon petit ami à moi. Et non, c'est son petit ami à elle. Et j'ai l'impression qu'elle vient de me le voler, et que le sol, qui est du sable, en fait, de toute façon, se dérobe sous mes pieds. Voilà pour la séquence. On y était. Non, mais c'est clair. Et maintenant, regardez la séquence en fait, ça n'a rien à voir. Mais je pense. T'as envie de dire à suivre. À suivre, ouais. Mais pourquoi il t'a marqué ce film de Lynch? Alors, pour une raison pas idiote, je trouve que c'est le film le plus clair de Lynch. Alors, j'adore Lynch depuis le début. J'adore Eraserhead, j'adore plein de films de Lynch, j'adore Lost Highway, tout, c'est le rôle là. Enfin, vraiment, c'est un truc, ça fait partie. Encore une fois, c'est vraiment des films que j'ai commencé à voir quand j'étais ado, quoi. Et pour moi, ce film était hyper clair. Et ce qui était drôle, c'est que j'ai vu ce film plusieurs fois, en fait, avec plusieurs personnes différentes. Et que pour personne, c'était clair. Et que je suis sorti en leur expliquant le film à chaque coup. Mais pourtant, c'est clair, c'est un Lynch, on comprend tout, quoi. Pourquoi vous comprenez pas, quoi? Et je me suis retrouvé à expliquer à un copain psy qui est suisse, c'est un psy suisse, j'adore cette blague. À lui expliquer le film. Et je dis, mais toi, t'es psy, t'as pas compris ce film. Comment tu peux ne pas comprendre? On était dans le restaurant à côté du cinéma où on était. Et j'ai expliqué pendant tout le restaurant. C'est quoi le film? Qu'est-ce qui s'est passé? Le retournement avec la boîte bleu milieu. J'étais obligé de tout lui expliquer. Et pour moi, c'était hyper clair. Alors que les Lynch, c'est jamais clair. Si on part très loin des Eraserhead, où là, ouf, j'ai rien compris. Voilà, il y a des sons dans tous les sens, il y a des chants, des dames qui chantent derrière des radiateurs, des choses, enfin, un truc, voilà. Et là, je trouvais qu'il était hyper clair, hyper lisse, et qu'il était beau en plus, qu'il y a ce retournement, et je suis moi-même amoureux de la brune dans le film. C'est pour ça que j'ai pris l'autre rôle. Et, parce que c'est beau aussi ce rôle sans trop déflorer le film, il y a un truc qui est magnifique, un retournement, et qui donc n'est pas au milieu du film, mais on a l'impression que c'est au milieu du film, que ça segmente le film en deux vraiment, et un retournement, et on est retourné avec elle complètement, on est vraiment à sa place, quoi. Et avant, on peut être la brune ou la blonde si on veut faire vite, et à partir de ce moment-là, on est vraiment du côté entre guillemets de la blonde, on s'identifie à elle, et on est complètement perdu, et on vient de se faire plaquer, en fait. Et c'est hyper violent, quoi. C'est même plus violent que dans la vie, en fait, je trouve. C'est la première fois qu'il y avait des choses aussi évidentes pour moi chez Lynch, et aussi claires. Et c'est pour ça que j'étais complètement... Les gens qui me disent « je ne comprends pas Mulholland Drive », ils disent « mais comment ça? C'est pas possible, c'est le film le plus clair ». Après, il est parti d'une chose beaucoup plus... Voilà, Inland Empire, voilà. C'est différent. Ouais. Ah, c'est pas pareil, c'est clair. Il est bloqué dans la Black Lodge quand il fait ça, on dirait qu'il est voilà, vraiment... même pour être plus récent, sur la 3e saison de Twin Peaks, alors qu'il est juste génial, moi j'adore cette saison, on comprend rien d'un bout à l'autre, et là on sait dès le départ, on dit hey, on va passer 18 épisodes comme ça, on va rien comprendre, mais c'est pas grave, et on comprend rien d'un bout à l'autre, mais c'est juste, voilà, c'est comme un chien andalou, j'aurais dû dire ça, pour le truc qui me tient éveillé, c'est voilà. Oui, mais en plus, la 3e saison de Twin Peaks, c'est le truc où tu es obligé d'enchaîner, enfin, pas le même jour, mais il faut enchaîner vite l'épisode d'après, tu as trop envie de savoir ce qui se passe après, même si tu sais que tu ne vas rien comprendre au bout, que c'est pas grave, tu as envie encore d'être baigné dans cette atmosphère complètement malaisante par moments, et vénéneuse et étrange, et t'en as encore envie, quoi, tu t'en redemandes encore, quoi. Merci d'avoir fait ce lien. Ouais, c'est fou, parce qu'il il n'y a pas beaucoup des cinéastes qui arrivent à te foutre mal à l'aise et à te dire on va recommencer. Mais donc c'est des films que t'aimes transmettre, et donc pour passer à cette dernière partie du portrait, de notre grand portrait de cinéphile, on voulait te demander quel film tu aurais aimé ne pas projeter. Ah oui. Alors j'ai pensé à plusieurs films, mais je me suis arrêté sur Baise-moi. De Virginie Despentes et Coralie Trinity. Parce que... Alors pour des raisons très personnelles, en fait. Très personnelles. Pour des raisons de projectionniste, en fait. C'est quand je suis arrivé au Studio Galante, je suis arrivé en 2001, et c'est un film qu'on a projeté très vite. Alors quand je suis arrivé, ou peu après que je suis arrivé, j'étais pas du tout programmateur à l'époque de ce cinéma, mais pas du tout, j'ai touché même pas à la programmation de cinéma. Et pour ceux qui ont eu le film, sans déflorer le film, ça commence clairement par un viol, tout de suite. Enfin, au bout de 10 minutes, il y a un viol collectif assez monstrueux.
Moi, je suis assez sensible comme garçon. Donc, au bout d'un moment, ça... Voilà. Et alors, sachez, jeunes gens, que les projectionnistes ne sont jamais dans la cabine de projection. En fait, ils ont un bureau avec tous les écrans pour regarder. Mais il faut vérifier que le film se déroule bien. Donc, moi, j'avais un écran de contrôle avec écran de contrôle sur l'écran, sur le hall, sur l'escalier, enfin, sur plusieurs parties tactiques du cinéma, et le son du film. Et je dois avouer... je débranchais en fait le son. Je tirais sur les fils du retour son parce que c'était plus possible pour moi. Mais au bout de 3 fois, je me suis dit, ça suffit, j'en peux plus. Impossible d'être dans le bureau avec quelqu'un qui criait la mort en train de se faire violer, c'était juste pas possible. Donc je coupais le son et je regardais pas l'écran. Voilà. Et souvent, je partais du bureau, j'allais genre dans le hall, voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui voulait parler avec moi. Voilà. Parce que c'était juste impossible. Et j'ai revécu la même chose beaucoup plus tard avec Irréversible de Gaspard Noé. Époque pellicule. Je suis en double poste, donc ça veut dire que j'ai une première partie du film sur un poste, sur un projecteur, et ensuite une seconde partie sur un autre projecteur. Et je dois passer d'un projecteur à l'autre. C'est un truc que faisaient beaucoup les gens en 35 avant. Sauf que le passage, c'est le viol de Monica Bellucci. Et ça, c'était une torture parce que je ne pouvais pas couper l'image, j'étais obligé de la regarder pour savoir à quel moment je devais appuyer sur le bouton pour que dans le mouvement de caméra, paf, on puisse passer sur le film d'après. Parce qu'il y a des mouvements de caméra, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui tournent. Et donc j'ai mes repères et tout, il fallait que je fasse un truc assez fluide. Et c'est horrible, je me suis payé ce viol 50 fois et j'en pouvais plus, quoi. Voilà, c'était vraiment épouvantable. Ouais, et là, en plus, je pouvais rien faire. J'étais vraiment coincé. Voilà, je ne pouvais pas le voir. Voilà. Mais c'est moins violent, c'est plus esthétisant entre guillemets que Baise-moi, qui est vraiment un truc filmé filmé en DV et assez brut, et assez brut, et justement le côté brut est très 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 violent, je trouve. Voilà. Mais on va peut-être parler d'un film un peu plus sympa, qui est une projection en pellicule que tu as réalisée et où tu avais l'impression d'avoir un trésor entre les mains. Et mince, je me souviens plus ce que je voulais dire sur ce film. Donc c'est L'Ange bleu. Et c'est pas la copie originale que j'avais entre les mains, bien sûr. Hein. J'ai pas eu en main des films des années 30. Mais ce qui était terrible, c'est que quand j'ai fait... Donc c'est un film des années 30 d'un réalisateur allemand, et c'est un des premiers films de Marlène Dietrich, où elle est une chanteuse de cabaret, et un professeur un peu aigri tombe amoureux d'elle, et il va partir avec elle, faire les 400 coups. Et là, j'oublie un mot important, que j'oublie tout le temps, en fait. Mais ce qui m'a intéressé, c'est d'avoir la pellicule en main, en fait, en tant que projectionniste. Et sur la boîte, il n'y avait pas marqué souvent, enfin parfois à l'époque du numérique, de l'argentique, pardon, les boîtes arrivent et on ne sait même pas quel est le format du film. Donc, à toi d'imaginer. Et donc, tu regardes la pellicule et tu te dis, mais comment il a filmé ça? Et tu regardes, alors des fois il y a des barres noires, donc c'est facile, c'est du 1,85. Des fois, il n'y a pas de barre noire, mais c'est du 1,85 quand même, parce que tu vois qu'il y a des micros qui traînent à droite à gauche, genre les frères Cohen. Ils filment plein cadre, et après, c'est toi qui recadres en tant que projectionniste, donc c'était amusant. Sur un film, il y avait des micros que je devais changer le cadre à un moment, parce qu'ils avaient oublié qu'il fallait... Voilà. Encore une chose qui fait sortir du film, les micros qui apparaissent dans le champ. En étudiant le cinéma, enfin en étudiant la technique du cinéma, la projection, parce que j'ai passé un CAP pour ça, il y avait plusieurs types de sons. Et avant d'avoir le son Dolby, etc., il y avait un autre son, et là j'ai un trou de mémoire sur comment ça s'appelle, c'est un truc qui est à base de nuances de gris. Et c'est un truc que j'ai vu qu'en image, j'ai vu que ça dans des livres, et j'ai vu un bout de pellicule quand j'ai fait mes études. Et là, j'ai vu que ce film était entièrement comme ça, et j'étais complètement fasciné, j'essayais de comprendre. En gros, le long de la pellicule, vous avez les images, le long de la pellicule défile la bande-son. Et la bande-son, c'est une sorte de signal sonore qui est lu par un lecteur. Sauf que là, le signal sonore, c'est des petites bandes parallèles, et qui sont des nuances de gris et de noir. Et je me demandais comment, déjà, mon projecteur allait lire ces trucs, et comment ça marchait. Parce que c'est juste, quand on regarde la pellicule... Autant, ça je pense que tout le monde a vu, autant quand on voit une onde sonore, on voit tout à quoi ça ressemble, ça monte, ça descend, etc. Là, ça montait pas, ça descendait pas. C'était juste des différentes nuances de gris, des petits bâtons gris et blancs, plus ou moins gris, plus ou moins blancs. Et c'est la variation de gris, je crois que ça s'appelle peut-être. Enfin voilà. Et j'étais fasciné par... Et j'ai regardé j'ai fait défiler quasiment toute la pellicule sous mes yeux, avec ma petite table lumineuse que j'avais au boulot. Et regardé, mais essayer de comprendre comment ça marchait. Je trouve ça fascinant d'avoir ça entre les mains. Et je me dis, c'est la seule fois. Et effectivement, c'est la seule fois où j'ai une pellicule comme ça. Et c'est passé, hein. Voilà, j'ai passé en mono et c'est passé. Et on en entendait très bien dans la salle et tout. Mais c'était super surprenant d'avoir ce truc. Alors déjà de tenir une sorte de... Voilà, des classiques du cinéma entre les mains. Et en plus d'avoir ce son que je n'avais jamais vu de ma vie. Et c'était vraiment fascinant. Voilà, c'est une petite... dédicace de le son que tu n'as jamais vu de ta vie. Le son, j'ai jamais, mais j'avais jamais vu ça. Ouais, c'était magique. Et je sais toujours pas... Enfin si, je sais... Ouais.
comme tout le son, c'est une question d'onde électrique, mais c'est assez fascinant d'être passé par là, quoi, pour recréer le son, quoi. Et pour finir cette section transmission, on voulait te demander le film érotique que tu aimerais montrer à tes enfants, pour le coup à ton enfant. Ah, c'était à mon enfant, d'accord. Donc ça change la réponse. Ça change la réponse, ouais. Non, mais tu peux commencer avec à des enfants. Alors, le film érotique qu'on peut montrer à les enfants, c'est une question compliquée. C'est une question qu'il faudrait poser un jour avec quelqu'un que vous n'avez peut-être pas fait l'émission encore avec Bertrand Mandico. Je pense qu'il aura une réponse intelligente à faire ce sujet. Moi, pas. Parce que moi, du coup, j'étais un peu, comme tout à l'heure, quand je vous ai répondu sur un chien andalou, j'ai un peu fait des déductions. Et quel film érotique j'aimerais montrer à un enfant j'ai choisi le film le moins érotique possible, donc Bilitis. Voilà. C'est gentil, hein, franchement. Non, non, c'est gentil dans l'érotisme, mais ça y va, quoi. Est-ce qu'il y a moins érotique que Bilitis ? Je sais pas, moi, je posais... Enfin, non, peut-être qu'il y a moins érotique que je l'ai pas vu, c'est possible, mais voilà, dans les films érotiques. Ah, dans les films soft, dans les films érotiques. Ah oui, non, oui. Bah, vous m'avez posé la question. Oui, c'est un film érotique, et donc on met dans la catégorie érotique, et le moins érotique dans les érotiques, c'est Bilitis, parce qu'il y a une image avec du grain partout, c'est soft, c'est vaporeux, c'est David Hamilton. Voilà. Une très belle année, 77 encore. Parce qu'il y a beaucoup... c'est drôle, voilà. Cours après moi, shérif, avec Burt Reynolds, c'est 77 aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont passées en 77. Voilà. Très bon cru. C'est aussi le punk. Le punk, ouais. C'est Rise and Fall of the Punk, quoi. Voilà, ça monte, ça descend en même temps. Et par contre, à ma fille, ça c'est plus que j'avais pas pensé à ça. Non, mais ce qui est assez... Parce que si on reste sur Bilitis, imaginons que tu le montres à ta fille, c'est un film, moi j'ai trouvé, qui est assez fort, parce que donc l'héroïne... elle est dans un internat et donc elle a des petites expériences sexuelles avec ses copines et il y a un photographe qui va tomber amoureux d'elle et donc elle va avoir plus ou moins des expériences avec lui, mais elle va pas aimer. Et elle va, en fait, quand elle commence à sortir avec ce mec, elle est dans la maison de sa belle-mère, je crois, et elle va aussi commencer à avoir une relation un peu érotique avec sa belle-mère ou l'amie de son père. Et justement, à un moment, elle vire le photographe, son petit ami, elle dit tu me saoules, quoi. Et elle va voir sa belle-mère, elle lui dit t'es fait comme moi, c'est avec toi que j'ai envie de le faire, montre-moi, apprends-moi, etc. Et je trouvais que c'était hyper fort de montrer ça à des enfants et de dire en fait, non, t'es maître ou maîtresse de ton propre corps et tu essaies ce que tu veux et si t'aimes pas, t'y vas pas. Aujourd'hui, et surtout dans une actualité. Post-MeToo, etc. Ouais. C'est quand même assez fort de voir ça. Et en même temps... Enfin, excuse-moi. Non, c'est super. Moi, je trouve super intéressant. Je vais revoir Bilitis avec grand intérêt. Non, mais parce que ça m'a vraiment interpellée. Et parce qu'en même temps, tu as vraiment un male gaze sur cette nana. Parce que tout est vaporeux, comme tu l'as dit. C'est des petites nymphètes qui se baladent. T'as pas trop de poils qui dépassent. Enfin, c'est vraiment que des beaux corps. Tous très fins, très harmonieux et tout. Oui. En même temps, voilà, c'est une partie de la sexualité qui n'est pas du tout... Enfin, voilà, quoi, c'est assez... C'est intéressant ce que tu dis par rapport au malgache, justement, où effectivement, il y a un côté... je suis aussi un garçon qui a vu ce film il y a quelques années aussi, mais où effectivement, il y a un côté... à travers ça, on peut voir comment l'homme voit la sexualité entre femmes. Et c'est jamais dangereux, tu vois. Alors que deux mecs ensemble, oh là là, c'est horrible, avoir pénétration et tout, oh là, c'est horrible. Alors que bon, rien ne nous interdit de vous pénétrer ensemble, il y a plein d'objets pour ça. Mais en tout cas, c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, je vais le revoir. Voilà. Non, mais sérieusement, j'ai complètement oublié le côté avec le photographe. Moi, je voyais juste des trucs avec des nanas qui s'embrassent, et voilà, le truc est très soft, très lisse. Je dois avouer honnêtement que j'ai pas détesté ce film, même si je le trouve un peu neuneux entre guillemets, parce que c'est David Hamilton et voilà, c'est quand même le mec avec qui tu fais des puzzles, quoi, tu vois. J'ai un puzzle de David Hamilton dans ma chambre que j'aime bien, qui est décoloré maintenant, enfin la chambre d'enfant. Mais ouais, c'est une imagerie un peu 70, un peu voilà, très lisse, très vaporeux, quoi, avec des voiles, des lumières qui passent à travers les voiles, des choses comme ça. Enfin, j'ai pas forcément quelque chose contre, mais c'est quand même un côté un peu, voilà, un peu. Mais sur le choix, c'est intéressant ce que tu dis, justement, sur le fait que la fille choisit, dit mais non, moi, je vais le faire ça avec toi parce qu'on se ressemble, parce qu'on est pareil. Ce qui est en fait la vraie définition enfin, c'est pas la vraie définition de l'homosexualité, mais c'est retrouver un truc avec quelqu'un d'autre, un truc que tu peux comprendre parce que tu es du même sexe, entre guillemets. Donc, il y a un truc qui colle, qui fonctionne. C'est intéressant. Donc tu as revu Bilitis il y a pas longtemps. Non, mais je l'ai vu pour l'émission. Ah, carrément. Wow. Et c'est vrai que je me suis dit, putain, c'est cool. Et en même temps, voilà, c'est vraiment un film à deux images, à deux tendances, à la fois assez fort dans l'empowerment de l'héroïne, et en même temps, c'est un mec qui filme et qui la regarde et qui montre ce qu'il a envie de montrer des femmes entre elles.
Donc voilà. Et moi, c'est plutôt ce regard-là qui m'embête, en fait. C'est le côté très lisse. Forcément, la sexualité féminine, c'est un côté très doux, très machin et tout, alors que tu peux faire ce que tu veux, quoi. Ouais. Mais du coup, c'est un film que j'ai envie de montrer à ma fille, maintenant. Voilà, pour le côté, tu fais ce que tu veux, et tu vas avec qui tu veux, et il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc on va finir aussi sur un film féministe que j'aime particulièrement et j'étais vraiment très très contente que tu le choisisses. C'est le film Refuge. Le film Refuge. Et donc voilà, quel est ton film Refuge, Rodolphe? Donc c'est Kiki la petite sorcière, Kiki Delivery Series de Hayao Miyazaki. J'étais parti sur Totoro au départ, en fait, qui est aussi un Miyazaki que j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup Kiki la petite sorcière, justement, le côté... la petite fille qui doit faire ses preuves. Et en fait, c'est un film que je pleure, en fait, quand je le vois. C'est plus fort que moi. Tu peux demander à la personne qu'on connaît en commun. La dernière fois que je l'ai vu, j'ai vraiment les grosses larmes quand j'en pouvais plus. Et au moment les malades, j'ai pleuré, je sais pas pourquoi. Voilà. Et c'est un film qui touche beaucoup. Parce que je sais pas, c'est une sorte d'aventure. Je ne saurais pas dire pourquoi exactement. C'est une sorte d'aventure. C'est quelqu'un qui doit faire ses preuves. Parce que c'est dans le contrat, si tu veux être une sorcière, il faut que tu être dans une ville et que tu fasses tes preuves. Et c'est aussi la vision de la sorcière que j'aime, une vision de la sorcière que j'aime bien. C'est pas la vieille sorcière repoussante. Parce que maintenant, on sait bien ce qui gênait les gens dans l'image de la sorcière. La sorcière, c'est une femme qui ne sert plus à rien. C'est une vieille dame repoussante qui ne peut plus avoir d'enfants, etc. Et sur lesquelles on va jeter un discrédit parce qu'elle sait faire des trucs, elle sait faire des trucs avec des plantes et des choses comme ça. Et on va l'utiliser quand on peut l'utiliser. Et puis, dès le moment où on aura besoin de brûler quelqu'un, c'est elle qu'on va brûler, quoi. Enfin, il y a un côté un peu violent comme ça. Enfin, je fais un peu mon résumé est un peu violent. Mais il y a un truc comme ça où... Et là, c'est une petite sorcière. Elle est mignonne. Alors, elle est quand même habillée en or parce que c'est une sorcière. Mais elle n'a pas de chapeau pointu. Et puis, elle est plutôt mignonne et gentille avec les gens. Et c'est... Il y a vraiment le mot sorcière qui est utilisé, mais en fait, c'est plutôt une gentille fée, quoi. Elle est là pour aider les gens, pour leur rendre service, etc. Et je trouve ça hyper mignon, quoi. Ça me touche beaucoup, cette petite nana qui se débrouille, qui tombe amoureuse aussi à un moment et qui le refuse un petit peu, et qui perd ses pouvoirs à un moment, c'est le moment où je pleure. Moi aussi. Parce que c'est tellement le truc, elle comprend plus son chat. Enfin voilà, il y a un côté magique avec tous les ingrédients du film, avec une sorcière, elle est en noir, elle a un chat, elle vote sur un balai, etc. Et en même temps, non, les sorcières, c'est pas forcément des gens négatifs. Et j'aime bien cette idée d'incarner une sorcière par une petite fille qui est très mignonne et qui, en fait, veut juste aider les gens, quoi. Et arrive dans une contrée où on ne sait pas ce que c'est qu'une sorcière. En plus, c'est ça qui est mignon. On n'avait pas de sorcière ici. Bah non, ça n'existe pas, en fait. Bah si, voilà. Il y a un côté que j'aime beaucoup dans ce Miyazaki. Non, et puis un regard super tendre sur les gens, sur la société, même si elle se confronte à des difficultés. Oui, et puis c'est pareil. Hein, quand on parle de refuge, il y a un côté aussi confortable dans ce film. Il y a une vision de l'Europe de Miyazaki qui me fascine à chaque coup. J'ai une sorte d'Europe rêvée, tu sais pas où t'es. Là, peut-être plus ou moins en Allemagne, mais tu sais même pas sûr, quoi. Mais voilà, avec un truc qui bouge pas dans une époque donnée, il y a un dirigeable à un moment. Enfin voilà, il y a vraiment une sorte de vague époque à un moment de l'histoire. Et c'est des collages complètement, parfois un petit peu anachroniques, hein, d'ailleurs. Totalement. Et il construit son monde avec plein de petits anachronismes. Il fait une sorte d'Europe rêvée. Et qui est confortable, en fait. Moi, l'endroit où vit Kiki, je veux y vivre. Je veux ce grenier pour moi, quoi. Il est trop bien. Ouais. Le grenier derrière la boulangerie, ça me va très bien. Moi, j'adore. Je veux bien aider à faire du pain, j'adore ça. Voilà. Moi, le grenier derrière la boulangerie, je le veux, quoi. Il est trop bien, quoi. Ce grand grenier, voilà, avec juste un lit au fond et faire des crêpes. Et me faire des crêpes quand t'as plus d'argent, je trouve ça génial, quoi. Enfin, moi, t'es obligé de manger des crêpes. Bah oui, mange des crêpes, pas de problème, tous les jours, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est le refuge, cette chambre derrière la boulangerie. Merci pour ce beau refuge que tu nous offres. Et merci beaucoup pour toutes ces bonnes recommandations à voir ou non. Et donc, on aimerait aussi remercier la Cinémathèque, donc, qu'on a cité plusieurs fois au cours de cette émission, pour nous avoir prêté sa salle son. Et Anna Mondico pour ses créations graphiques. Et Gabriel Régnier pour sa musique.